Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler donc de ce thème des artistes dans la Grande Guerre. Donc évidemment, l'idée, c'est non pas de parler de Picasso, de fait, puisque c'est le thème de l'expo, je suppose qu'il y aura aussi des conférences sur ce thème-là, mais d'évoquer en fait l'implication des artistes dans la Première Guerre mondiale, en sachant qu'il y a en fait toutes sortes de situations différentes selon les statuts des artistes. Donc je vais essayer d'évoquer majoritairement les artistes combattants, d'accord, ce qui n'était pas le cas de Picasso puisqu'il était espagnol et donc il était neutre pendant la Première Guerre mondiale, mais il avait évidemment toutes sortes d'amis qui, eux, ont dû partir sur le front ou qui se sont engagés de manière volontaire. Donc je vais essayer de vous montrer en quelque sorte cette pluralité de situations et aussi le souhait que j'ai, en fait, c'est de vous montrer aussi que très souvent dans les expositions, on fait très souvent l'histoire des avant-gardes, mais en réalité, il y a une multitude de manières de représenter la guerre, avec aussi des artistes beaucoup plus académiques, mais qui ont documenté la guerre d'une manière importante et intéressante, et sûrement d'ailleurs beaucoup plus majoritaire, sans aucun doute à l'époque, que les artistes d'avant-garde. Donc je voudrais vous montrer cette diversité en fait des expressions plastiques. Et puis aussi, au travers en fait des différents exemples, vous donner aussi un peu des clés de lecture historiographique, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer comment les historiens ont considéré ou pas le témoignage des artistes, qu'est-ce que ça a pu représenter à l'époque. Aujourd'hui, on s'intéresse évidemment beaucoup à, on va dire, l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale et donc les images, les romans, etc. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Et c'est un matériau, en fait, qui a longtemps été laissé de côté par les historiens parce que une œuvre d'art, c'est un document subjectif, naturellement. Donc ce n'est qu'un point de vue, évidemment, sur l'histoire. Alors pour commencer, justement pour illustrer cette diversité des situations, partons tout simplement de Picasso, vous sortez peut-être de l'exposition. Voilà donc ce duo qu'on cite souvent pour montrer justement en quelque sorte, on va dire, le divorce qu'a pu causer la Grande Guerre, l'éclatement qu'a pu causer la Grande Guerre entre des familles, enfin entre des artistes, entre des amis qui n'étaient pas dans la même situation. Donc le cas, on va dire, classique, c'est le cas justement Picasso-Braque, donc comme vous le savez, qui était dans cette cordée cubiste dans les années 1909-1911, donc qui en quelque sorte travaillait à quatre mains, qui était très proche, au moment où la Grande Guerre éclate, donc on est en août 14, eh bien leur situation en quelque sorte est différente puisque Braque est obligé d'aller rejoindre une caserne, il va partir sur le front, tandis que Picasso, qui est sujet espagnol, est non mobilisé et donc reste à l'arrière. Alors c'est un peu facile de faire reposer, on va dire, l'éclatement des binômes sur la Première Guerre mondiale. Très souvent, cette scission en quelque sorte vient magnifier un divorce qui existait déjà, c'est-à-dire ces artistes étaient déjà, dans le fond, un petit peu éloignés intellectuellement l'un de l'autre. Ça va venir en quelque sorte, disons, finir en quelque sorte, de faire éclater d'une manière très claire leur binôme. Et donc, mais ils vont quand même rester en contact après la Première Guerre mondiale, ils se reverront, etc., même si Picasso a dit qu'il n'avait jamais plus revu Braque après la guerre, ce qui est une façon symbolique en quelque sorte de dire que ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience de la Première Guerre mondiale, c'est un peu le vocabulaire des historiens contemporains, eh bien, avait créé un différentiel entre eux, naturellement. Quand on a fait, comme Braque, de nombreux mois de tranchées, quand on a été blessé de guerre, j'y reviendrai, sur ces artistes blessés de guerre, eh bien, naturellement, une sorte de division s'opère. D'autant plus que, comme on le voit sur la photographie de droite, Picasso qui n'est pas mobilisé, alors, curieusement, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas la guerre qu'on ne la représente pas, puisqu'il va, en quelque sorte, il ne va pas représenter le front, mais il va représenter des militaires, et notamment son ami Apollinaire, je vous montrerai une œuvre tout à l'heure, donc il s'intéresse naturellement à la guerre, mais étant non mobilisé, il va pouvoir continuer son travail personnel, tandis que les artistes, naturellement, qui sont versés au front, eh bien, sont handicapés, naturellement, dans leur carrière, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, eh bien, de cesser les cours à l'école des beaux-arts ou dans les académies privées, sont obligés de cesser d'exposer dans les salons qui sont les principaux moyens de montrer son œuvre encore au début du XXe siècle et aussi dans des expositions en galerie. Donc il y a cet arrêt en quelque sorte, si vous voulez, que la guerre impose. Alors ce qui explique aussi
que on n'a pas tant peint que ça dans les tranchées, mais on a beaucoup dessiné et on a beaucoup gravé. Pour des questions matérielles en quelque sorte, c'est difficile d'emmener des toiles, évidemment des tubes de couleurs sur le front, mais on a énormément dessiné, donc on a aujourd'hui un corpus très très important de dessins de tranchées qui n'ont cessé d'être revalorisés, notamment à la faveur du centenaire de la Première Guerre mondiale et de nombreuses expositions qui ont eu trait à cet anniversaire en quelque sorte. Alors, ça illustre déjà cette situation assez complexe qui va séparer en quelque sorte les artistes. Rappelons aussi que la Première Guerre mondiale, quand les gens sont mobilisés, ça intervient en août et les Français sont en vacances, d'accord ? Donc il y a aussi ce retour un peu en catastrophe, pour le cas par exemple de Braque et de Picasso. Je vais tout de suite discuter de ça, mais ils sont à Avignon et d'un coup il faut rentrer à Paris. On a beaucoup de témoignages d'artistes, mais comme d'autres citoyens, qui évoquent cette précipitation en quelque sorte de l'entrée en guerre, effectivement dans le contexte de l'été. Alors, ce qu'il faut souligner, parce que on peut s'étonner que des artistes comme Braque, par exemple, ou bien d'autres sur lesquels je reviendrai, comme Fernand Léger, même comme Apollinaire, qui est connu quand même comme le prince des poètes, donc on lui attache une image de liberté intellectuelle. Ce sont des gens qui ne se sont pas opposés, en quelque sorte, à la situation. Alors, on a beaucoup discuté d'une manière large de cette manière qu'ont eu les contemporains de réagir en quelque sorte à la mobilisation et donc d'accepter en quelque sorte de partir sur le front et de s'engager pour faire la guerre. Je voudrais souligner simplement que c'est le cas des artistes mais aussi évidemment des citoyens en général. Il y a en 1914 en France une forte acculturation patriotique. En France, en 1914, quand on est un homme, on est un citoyen soldat. D'accord ? C'est une notion qui a disparu de notre société depuis 1996 et la fin progressive du service militaire. Mais cette notion d'armée de conscription et donc l'idée que le citoyen doit être aussi en mesure de se mobiliser si toutefois le pays est en conflit est une notion qui nous vient de 1798 et qui est donc un héritage des années et des armées révolutionnaires. Et donc, tout cela pour vous dire qu'on n'en a pas vraiment conscience aujourd'hui, mais quand on est un homme qui naît, comme par exemple Fernand Léger en 1881, on a connu à l'école tout un ensemble pédagogique qui vise à magnifier en quelque sorte la posture du militaire, d'accord ? Et c'est notamment vrai, par exemple, pour quelque chose qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, mais que je vous invite à redécouvrir dans le parcours du musée de l'armée, c'est la peinture militaire du 19e siècle. Avec, par exemple, des artistes comme De Taille, Meissonier, etc., qui sont des grands artistes qui montraient quelque chose que la guerre a fait disparaître, la Première Guerre mondiale, c'est le prestige de l'uniforme. Et très souvent, quand on lit des témoignages de très jeunes hommes qui sont partis au front, comme d'artistes notamment, au départ, ils sont dans cet imaginaire chevaleresque et dans cette idée que quand on fait la guerre, on devient un homme et qu'on va avoir un bel uniforme, qu'on va avoir des galons, qu'on va avoir des boutons en cuivre, etc. Alors, ça paraît peut-être un peu simpliste, mais c'est quand même quelque chose qui est assez marquant dans l'esprit de l'époque. Alors, je vous montre aussi ici, par exemple, des cartes postales. Là, c'est un livre que j'ai commis avec un de mes collègues qui est historien de la Révolution, en fait, dans lequel on voulait montrer finalement que le culte de l'héroïsme, notamment en ce qui concerne les blessés de guerre et les martyrs, n'est pas quelque chose qui naît pendant la Première Guerre mondiale. En fait, c'est un héritage, on va dire, du XVIIIe siècle. Alors, par exemple, vous voyez, ce type d'iconographie, carte postale, je vous rappelle qu'on ne s'est jamais autant échangé de cartes postales que pendant la Première Guerre mondiale. C'est un véritable, c'est les SMS de l'époque en quelque sorte. On en envoie énormément. Voyez, ça valorise en quelque sorte le thème de la blessure de guerre. On dira, les militaires diront pendant la Grande Guerre, être blessé de guerre, c'est être glorieux. D'accord ? Donc, c'est pour vous faire comprendre que très souvent, alors, ce départ vers la Première Guerre mondiale, les artistes n'avaient pas de dérogation particulière parce qu'ils étaient artistes. Un artiste est une catégorie socio-professionnelle. Si on a fait son service militaire, que l'on a moins de 40 ans, d'accord, que l'on n'a pas d'infirmité, on part, on est mobilisé, on fait partie de l'armée de citoyens soldats, donc on fait partie
de l'active, ou de la réserve de l'active, ou de l'auxiliaire, etc. Et donc, effectivement, on part faire le front. Donc, tout ça pour vous dire qu'à de très rares exceptions près, les artistes qui partent comme les citoyens français en général ne partent pas tuer des Allemands, ils partent défendre la France. Ce qui fait quand même une notable différence auquel il faut penser, parce que c'est l'état d'esprit globalement, et comme l'ont montré aussi des témoignages d'historiens des années 20 qui avaient fait la guerre, évidemment, ils partaient avec l'angoisse, bien sûr, la boule au ventre, etc. Et ce mythe, vous savez, de la fleur au fusil, a été considérablement réévalué depuis les années 70, a été tempéré, disons, en montrant que certes, il y avait de l'enthousiasme, mais il y avait surtout de la résignation et naturellement de la peur. Là, je vous montre des images comme ça, c'est pour nous imprégner un peu, malgré tout, de cet imaginaire qui a forgé l'imaginaire de ceux qui sont partis au front. Typiquement, des images, vous voyez, de l'époque révolutionnaire, mais pour vous montrer cette idée que même quand on est blessé, on n'a pas mal. D'accord, cette idée, on a énormément de récits, en fait, qui ont été réédités parfois, ou en tout cas remaniés pendant la Première Guerre mondiale pour nous parler des actes héroïques des soldats. Et évidemment des histoires complètement hallucinantes du type un militaire qui perd son bras et qui le recoue lui-même, ce genre de choses. Mais ne rigolez pas, ce sont rigolez si vous voulez, mais ce sont des aspects que l'on retrouvera aussi dans la littérature combattante. Je pense à Blaise Cendrars, par exemple, sur lequel on pourra peut-être rediscuter de lui, mais bon, c'est un écrivain, donc j'en parlerai pas vraiment. Mais Blaise Cendrars, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle La main coupée, publié en 1946, qui est un livre à lire dans votre vie, c'est un livre vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce livre. Bon, il parle par exemple du fait que lui, il a perdu une main dans la guerre. Alors c'est la main droite qu'il a perdue. Il ne le raconte pas dans le livre, mais il y a d'autres témoignages dans lesquels il raconte ça. Il raconte qu'il sait lui-même détacher le bras. Enfin, c'est un petit peu gore ce que je vous raconte, mais il a lui-même en quelque sorte fait l'acte chirurgical. Donc il y a toute une mythologie, vous voyez ce que je veux dire, autour de cet héroïsme de la guerre. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment prendre en considération, qui est important. Tout comme, vous voyez, cet imaginaire que je voulais quand même rappeler, donc cet imaginaire de la victoire. Alors là, ce sont des tableaux d'un artiste très célèbre de la fin du 19e, donc Édouard de Taille, qui est l'auteur donc d'une sorte de, d'image convoqué, comme vous le voyez, tout le temps, c'est-à-dire une sorte d'image de référence, d'accord ? C'est ce tableau qui s'intitule « Le rêve » et qui montre justement des jeunes militaires qui font un bivouac. Et à quoi pense-t-il ? À quoi rêve-t-il ? D'une part, à la vengeance de 1870, d'accord ? Même si on sait aujourd'hui, de par les travaux d'historiens, que la revanche n'était pas un argument non plus majeur dans l'état d'esprit des conscrits de 14. Mais, selon les régions où on vivait, ça pouvait être effectivement un élément plus ou moins fort. Mais surtout, il rêve au prestige des armées de l'Empire napoléonien. Vous voyez cette idée, donc, de ce grand imaginaire de la victoire et de la conquête. Et donc, on voit, vous voyez, en quelque sorte, la vulgarisation, la banalisation de cette iconographie, la reprise. Et ça, ce sont des objets qui témoignent aussi de cette culture de guerre, c'est-à-dire de cet environnement, si vous voulez, dans lequel a baigné tous ces hommes qui sont partis au front et aussi les artistes d'avant-garde, enfin tous ceux dont nous allons parler à présent. Mais je voulais rappeler effectivement ces différentes choses. Alors, il y a donc une multitude effectivement de situations d'artistes. Vous connaissez donc évidemment Braque, Picasso, etc. Bon, Picasso n'a pas fait la guerre, mais Fernand Léger, enfin il y a plein d'artistes d'avant-garde qu'on connaît mieux. Mais aussi, donc mon souhait c'était aussi de vous montrer, plutôt, je ne montrerai pas que de ça, mais des dessins de tranchées d'artistes peut-être moins connus. Alors je prends l'exemple d'un peintre qui s'appelle René de Meurice. J'en parle parce qu'il y a eu des expositions et des publications qui lui ont été consacrées ces dernières années, donc je voulais aussi vous donner des exemples sur lesquels vous puissiez vous documenter si vous le souhaitez. Typiquement, de Meurice, c'est un artiste qui est, disons, un artiste indépendant de début du XXe siècle. Il est à l'Académie de la Grande Chaumière, c'est un élève d'Albert Bénard, donc c'est une sorte de suiveur de l'impressionnisme, très fasciné par Monet, amoureux de Courbet, etc. Donc un homme cultivé qui va donc, il est né en 95 et donc il part, il arrive à se faire recruter, quand il reçoit sa lettre de mobilisation, il est extrêmement heureux, etc. Pourquoi ? Non pas qu'il était militariste ou belliciste, mais c'est que tout simplement son grand frère était parti avant lui et il avait hâte, lui aussi,
d'éprouver sa virilité. C'est un élément qui est assez intéressant à noter, cette jeunesse confrontée à la déclaration de guerre. Et celui qui en parle le mieux, à mon sens, c'est le philosophe Alain, qui, en 1921, a publié un livre qui s'appelle « Mars ou la guerre jugée », dans lequel il dit « C'était facile d'envoyer la jeunesse sur le front, car la jeunesse n'a pas peur de la mort, c'est quelque chose qui est très éloigné, et d'autre part, elle espère dans cette épreuve devenir un homme. » Et donc c'est tout à fait, par exemple, le type d'esprit qu'on retrouve dans les lettres de tranchée de Meurice qui ont été publiées il y a un an. Donc, alors ça s'accompagne effectivement de dessins. Ici, on est face vraiment à l'artiste qui, alors il a fait 45 mois de tranchée, donc c'est pas rien. Il a perdu un doigt dans la guerre, bon, qui a plus ou moins été, alors pas vraiment perdu parce qu'on pouvait pas faire de greffe tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais il raconte dans ses lettres qu'il a été greffé. Enfin, tout ça est un peu toujours. Il y a une sorte de mythologie un peu autour de ça. C'est pas toujours évident de faire exactement le tri entre le réel et l'imaginaire dans cette période. En tout cas, il va donc être vraiment on va dire le témoin, celui qui tient quasiment un carnet de notes, un carnet de route, en quelque sorte, de ce qu'il voit. Et on s'attendrait à trouver des choses exceptionnelles. Non, on trouve en fait des scénettes de la vie quotidienne dans les tranchées, et en fait des thèmes qui sont récurrents, tout comme la prose des tranchées est aussi très très répétitive. Les lettres de Poilu, souvent, en fait, c'est 3 lignes pour dire « je suis vivant », je pense à vous, etc. Et les dessins, de la même manière, sont des dessins qui montrent souvent les compagnons de Meurice en train d'écrire, en train de manger, autour de la cantine, d'accord, dans des activités tout à fait datantes, des activités qui ne sont pas particulièrement héroïques, d'accord, ni dangereuses. Donc c'est plutôt la petite vie des tranchées, en quelque sorte, qui est croquée par ce peintre, mais en même temps, ça traduit aussi des aspects qui sont difficiles, qui sont le côté totalement masculin de la tranchée, d'accord, c'est-à-dire ce monde refermé, complètement masculin, l'absence de femmes, l'absence de douceur en fait dans ce monde. Ça montre l'ennui, ça montre les rats, les poules, et voilà toutes ces choses que vous avez peut-être déjà un petit peu lues, enfin, dont on a facilement connaissance de ces aspects-là, effectivement, de la vie dans les tranchées. Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter que ce type de dessin, par exemple, qui sont donc des productions, si vous voulez, d'un artiste qui n'a pas une cote extraordinaire. C'est un artiste qui a vécu toute sa vie de sa peinture, mais sa peinture, son style est passé de mode, d'accord. C'est pas, peut-être que dans 40 ans ça reviendra à la mode, mais aujourd'hui c'est pas tellement à la mode. Tout ça, on s'y est pas tellement intéressé pendant des années. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là globalement, c'est que les historiens ont mis donc un certain temps, effectivement, à s'intéresser, on va dire, à l'imaginaire de la guerre et à considérer que tout ce qui pouvait être des témoignages subjectifs, c'est-à-dire le roman, par exemple, ou le dessin, pouvait être aussi des révélateurs, si vous voulez, d'une certaine forme de culture, d'une certaine manière de représenter la guerre, d'un certain état d'esprit. Pour le dire autrement, il y a 3 phases dans l'historiographie de la Grande Guerre, c'est-à-dire dans la manière dont on a interprété la Grande Guerre. Dans les années 20, donc juste après la sortie de guerre, on s'est plutôt intéressé à l'aspect diplomatique de la guerre, c'est-à-dire quels sont les responsables de la guerre. Dans les années 60, on a plutôt développé une lecture marxiste autour de la guerre et on a essayé de voir finalement l'implication des peuples, les révolutions dans la guerre, etc. Et depuis les années 80-90, on s'intéresse davantage, je dirais, à la dimension, enfin ça c'est brossé à gros traits, mais si vous voulez, à la dimension artistique, littéraire et culturelle de la guerre. Et donc ça a revalorisé complètement ces images et ça leur a vraiment donné un statut patrimonial qu'elles n'avaient pas nécessairement. Alors c'est tout à fait la même chose pour la littérature. Il y a un historien qui s'appelle Jean Norton Crue qui dans les années 20 avait essayé de faire une sorte de hiérarchie des écrits de guerre, et à son époque, dans les années 20, tout ce qui était du domaine du roman, donc par exemple les Croix de bois, par exemple Henri Barbus, tout ça c'était que de la foutaise. Ce qu'on voulait, c'était des choses qui soient des documents officiels. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a mis un certain temps, en fait, à comprendre que par le roman, on peut aussi dire une vérité. D'accord? Je reviendrai. Par la fiction, on peut aussi dire une vérité. Et je vous le montrerai dans certains dessins, parce que ça nous invite aussi à réfléchir à ce qu'est un témoignage et à sortir de l'idée que, alors aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on a les manipulations numériques, mais on peut dire c'est pas parce qu'une image paraît réaliste qu'elle est vraie.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ce sont des problèmes qui ne sont pas des choses particulièrement contemporaines. Alors oui, parmi donc tous ces profils d'artistes, il y a aussi donc par exemple des gens comme de Meurice, voilà, qui sont français, il est né en 1895, il est mobilisé, il part au front, voilà, il remet pas en question, il n'essaye pas d'échapper à son sort. Il y a aussi comme Apollinaire, mais d'autres comme Blaise Cendrars, comme Zadkine, dont je reparlerai tout à l'heure, des étrangers de Paris, d'accord, qui vont vouloir s'engager pour la France. Donc c'est le cas d'Apollinaire. Je le montre là parce que naturellement, comme nous sommes dans l'exposition Picasso, je voulais vous montrer aussi que Picasso avait peint la guerre en quelque sorte sans l'avoir faite, hein, mais qu'il y a évidemment cet imaginaire très fort qui représente Apollinaire, poète qui est d'origine polonaise, d'accord, donc de nationalité russe, hein, au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc qui veut s'engager pour la France. Pourquoi? Parce qu'il est patriote. Alors patriote, ça a une connotation, disons, moins politisée qu'aujourd'hui. Hein. Dans la France de 1914, on est patriote. C'est quelque chose qui va de soi. Hein. Et tout ça pour vous dire aussi que quand Apollinaire s'engage, mais c'est le cas aussi de Zadkine par exemple, ou d'autres artistes, il s'engage aussi dans l'espoir d'obtenir la nationalité française, d'accord? Parce que en servant la France, on a, c'est aussi le cas de Cendrars qui était suisse, d'accord, et ils ont aussi cette idée de devenir français en faisant la guerre, ce qui sera effectivement le cas. Hein, tous les deux vont être naturalisés français au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, un élément intéressant, Picasso a représenté son ami, l'artilleur, et il va montrer, et vous voyez d'ailleurs Apollinaire est montré dans une posture de héros, n'est-ce pas? Hein, il est héroïque et il est entouré de symboles qui montre aussi sa virilité. D'ailleurs, le canon dressé, hein, le sabre à la main, etc., l'obus dressé, hein, tout ça, ce sont évidemment des symboles avec lesquels joue Picasso, car il sait que son ami attache à la guerre une épreuve justement de masculinité. Hein. Pour lui, être un homme, c'est faire la guerre. Et comme vous le savez, il va cultiver toute une œuvre poétique Apollinaire pendant la Première Guerre mondiale, où il y aura beaucoup de métaphores sexuelles autour des armes, hein, parce que le canon, c'est en quelque sorte le prolongement phallique du soldat, et donc il va jouer justement de ce type de choses. Alors, il y a donc des étrangers, donc j'y reviendrai, et puis il y a aussi, la question qu'on peut se poser naturellement, c'est de savoir finalement, de savoir ce que faire la guerre, que ce soit pour de Meurice, hein, ou que ce soit pour Picasso c'est un mauvais exemple, mais on verra pour Léger, pour d'autres artistes. Qu'est-ce que ça a modifié finalement? Est-ce que ça a modifié leur manière de créer? Sans aucun doute, la guerre a marqué évidemment ceux qui l'ont faite, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Hein. Finalement, c'est un petit peu logique. Par exemple, Georges Braque, qui a été blessé au front, qui a été trépané, d'accord, c'est-à-dire qu'on lui a ouvert le crâne pour soulager un œdème cérébral, qui a failli devenir aveugle, un traumatisme absolument incroyable, il n'a pas dessiné sa guerre. Et il ne l'a pas peinte non plus. C'est un choix personnel. Par contre, par exemple, Fernand Léger, je vais vous montrer des dessins tout à l'heure, il a dessiné sa guerre. De Meurice a dessiné sa guerre, d'accord? Donc, ce sont des situations très variables, et de Meurice, d'ailleurs, aussi, par rapport à ce vécu de la Grande Guerre, c'est pas pour rien qu'il a choisi d'aller habiter dans l'Aisne, parce que c'est là où il avait perdu des camarades, et c'était une manière aussi de réparer, en quelque sorte, en tout cas de pas laisser les morts, hein, d'être là, sur la terre des morts. Et puis, donc, je montrais aussi cet exemple parce qu'il y a un certain nombre d'artistes qui vont se convertir à l'iconographie religieuse pendant la Première Guerre mondiale. C'est le cas de Henri de Maistre, donc qui est un lointain, effectivement, héritier de Joseph de Maistre, hein, d'accord. Et puis, Georges Desvallières, que vous connaissez peut-être parce qu'il fut l'alter ego de Maurice Denis, donc qui est un peintre assez connu dans le renouveau de l'art sacré. Et ces deux artistes, alors ils étaient évidemment déjà en lien avec l'imaginaire chrétien, mais la Grande Guerre va décider en quelque sorte de leur implication totale dans le sujet religieux. Donc ça peut avoir quand même des conséquences, vous voyez, palpables et je dirais durables sur la vie d'un artiste. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que les historiens ont mis en avant ce que l'on appelle le retour vers les autels pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a une historienne qui s'appelle Annette Becker qui a beaucoup travaillé sur cette question de religion et guerre. En résumé, vous vous souvenez que la France
a voté la séparation des églises et de l'État en 1905. Donc il y a cette séparation des églises et de l'État. Mais en 1914, avec cette grande guerre, en quelque sorte, il y a avoir une sorte de réconciliation entre l'Église et l'État. Il y a d'ailleurs des aumôniers qui partent sur le front. On a besoin en fait d'hommes d'Église pour, en quelque sorte, accompagner à la fois les combattants sur le front, mais aussi les familles en deuil, parce que naturellement cette guerre est incompréhensible et en quelque sorte le sacrifice du poilu sur le front va être assimilé au sacrifice du Christ sur la croix. Et on note notamment, ce qui est un phénomène assez intéressant, toutes sortes de résurgences de croyances mystiques pendant la guerre. Donc, par exemple, des messes, des croyances dans des amulettes, l'eau bénite, vous voyez, ce genre de choses. On essaye, comme on peut, finalement, de se protéger de la mort. Et donc, il y a toutes sortes, voilà, de cultes qui sont un petit peu des cultes moins orthodoxes, en fait, qui vont également avoir lieu sur le front. Donc, il y a toute une histoire autour de la religion en guerre qui est très intéressante. Et là, typiquement, vous voyez, vous avez une image qui montre, en quelque sorte, le salut du soldat. Et bien sûr, c'est le Christ sur fond de barbelés et de no man's land que montrent ici des Valères. Donc ça peut avoir effectivement une implication extrêmement importante. Alors, je passe tout de suite donc aussi à des exemples d'artistes alors qui sont bien documentés, d'accord, qui sont passionnants, et alors qui vont donc là nous emmener aussi dans un univers un peu particulier. Je me suis fait cette réflexion que de nombreux artistes combattants ont été versés dans les services de santé. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y avait une demande d'affectation particulière? Enfin, c'est un fait. On remarque que très souvent, il y a un certain nombre d'artistes qui ont été, que ce soit du côté anglais, du côté allemand, du côté français. Et donc, un des cas emblématiques, c'est le cas de Fernand Léger, qui est un artiste, alors en plus très intéressant parce que, déjà c'est un grand nom de l'avant-garde, d'accord, il y a un musée à Mayotte. C'est un artiste qui, évidemment, a accompagné aussi l'histoire de la peinture moderne dans les années 30, l'architecture moderne, etc. Mais il a fait toute la Première Guerre mondiale, Fernand Léger, et il a notamment d'abord été versé dans les services du génie, d'accord, c'est-à-dire qu'il s'occupait de tenir les tranchées propres. Une tranchée, je vous rappelle que c'est de la terre, donc il faut les entretenir constamment pour ne pas qu'elles s'écroulent. Et puis, il va demander à être versé dans les services sanitaires, c'est-à-dire les services de santé. Et là, donc, il va avoir un rôle assez incroyable, c'est le rôle de brancardier. Alors, un médecin célèbre de la Première Guerre mondiale, qui a été aussi un auteur, qui s'appelle Duhamel, qui a notamment obtenu des prix littéraires, etc., va, dans ses ouvrages, dire que sans les brancardiers, les brancardiers ont sauvé une quantité extraordinaire de gens, et que c'était un rôle extrêmement dur. Il ne faut pas penser que des gens comme Léger étaient des embusqués. Embusqué, ce que ça signifie pendant la Première Guerre mondiale, un soldat qui est dans une place où il n'y a pas de danger, d'accord, donc qui est, par exemple, garde-voie, d'accord, dans une région qui est pas sur le front. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple en Normandie, où il y a des militaires qui sont postés à certaines régions où il peut y avoir, voilà, on va dire, sans risque, quelque sorte. Il y a toujours un risque, mais bon. Donc, Léger n'est pas un embusqué. Quand on est un brancardier, alors, vous imaginez, sur le front, un homme est blessé, d'accord, il est blessé sur le no man's land, d'accord, cette langue de terre qui sépare, on va dire, les deux tranchées. Il faut aller, déjà, il faut qu'il survive, et ça, Léger en parle dans ses lettres, il dit que c'était terrible d'entendre, lui, il était du côté du parapet, il entendait gémir les soldats blessés, mais il fallait attendre une situation propice, parce que même si vous portiez un insigne qui montrait que vous étiez du service sanitaire, vous n'étiez pas du tout sûr de ne pas être tué. Donc souvent, on attend la nuit, si le soldat est encore vivant, et ensuite, il faut 2 hommes pour porter un blessé. Et ensuite, ramener ce blessé jusqu'à un point d'attente, vous voyez, quelque chose de peu développé, quelque chose d'assez sommaire, voilà, oui, c'est ça, pour avoir les premiers soins. Et là, effectivement, de toute façon, si vous étiez un blessé thoracique, par exemple, vous n'avez aucune chance de pouvoir être sauvé. Ce sont en général des blessures des membres supérieurs, inférieurs, qui vous donne la possibilité éventuellement d'être... Donc c'est une tâche qui est très dure. Et Fernand Léger, alors c'est assez extraordinaire, on a peu d'images de lui dans la Grande Guerre, on le voit ici, c'est un robuste, c'est un Normand, c'est un costaud Fernand Léger. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a excellé aussi en tant que brancardier, c'est qu'il fait une force physique incroyable.
Naturellement, il a laissé de côté ses toiles et ses pinceaux. C'était un prometteur jeune cubiste avant la Grande Guerre. Il a 33 ans quand il part au front et il va faire tous les points chauds de la guerre. C'est-à-dire qu'il est en Argonne, il est en Champagne, il est partout. Il va faire toutes les grandes batailles. Et il réussit il va lui-même être gazé en 1916, donc il est aussi touché physiquement, naturellement, par la guerre, mais il va surtout donc être aux côtés, en quelque sorte, des opérateurs sanitaires. Et il va avoir une correspondance dans lequel, on s'écrit beaucoup pendant la guerre, dans lequel il va raconter effectivement ce qu'il vit, et il va aussi dessiner. Il dira « Je suis rentré de la guerre avec une musette pleine de dessins ». Donc ce sont des dessins modestes, sur des petits bouts de papier, parfois sur des bouts de cartes, des bouts de carton, un petit peu des bouts de n'importe quoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces lettres de Fernand Léger, on connaissait les dessins de Fernand Léger, d'accord, parce que à sa mort, après la mort de sa femme, il a ressorti ses dessins d'une boîte à chaussures. En fait, il avait tout mis dans une boîte à chaussures et il avait dit « La guerre, je veux plus en parler ». D'accord ? Et il a fallu 30 ans et le décès de sa femme dans les années 50 pour que Fernand Léger accepte en fait de rouvrir cette boîte de Pandore. Et là, on a commencé, des proches, des historiens de l'art, etc., ont commencé à travailler sur ses dessins. Donc, on connaissait ses dessins avant de connaître ses lettres de guerre. Dans les années 80, les lettres de guerre de Fernand Léger sont passées en vente et le musée Pompidou les a achetées. Le musée national d'art moderne les a achetées. Et là, on a été étonnés, en fait, les conservateurs ont été étonnés de voir la différence qui existait entre les dessins et les écrits. C'est-à-dire que les dessins sont assez hygiénistes, comme vous le voyez. Il n'y a pas de sang, c'est mécaniste comme type d'iconographie, d'accord ? Ça représente des hommes-machines dans des univers déstructurés, d'accord ? Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cadavres. Ce ne sont pas des dessins expressionnistes, c'est ce que je veux dire. Mais en revanche, donc on s'est dit, Fernand Léger, il a eu une guerre assez tranquille finalement. Il n'était pas tellement obsédé par la mort, etc. Que nenni, car en fait, tout cet expressionnisme, il l'avait mis dans ses lettres. Et donc, en fait, c'est en lisant les lettres de guerre de Fernand Léger que les historiens et les historiens ont compris qu'en fait, ça formait un ensemble. Et que peut-être, ce qu'il n'avait pas mis dans ses dessins, il l'avait mis dans ses lettres. Voyez ? Et donc, c'est pour ça que je vous invite, ça se trouve très facilement sur Internet, vous tapez « Lettres de guerre de Fernand Léger », vous lirez la prose de Fernand Léger qui est remarquable. Ce sont parmi les plus beaux témoignages qu'on peut avoir d'un artiste dans les tranchées. Et notamment, ce qui nous intéresse ici par rapport à l'art, c'est de noter que Fernand Léger, il faisait son métier de brancardier, il jouait évidemment, donc il voyait des blessés de guerre, des morts, il avait du sang partout, c'était épouvantable. Mais pour garder la tête froide, peut-être, il abordait la guerre en artiste. Et il regardait le monde avec cette espèce d'œil, si vous voulez, qui lui donne une sorte de recul, qui est l'œil de l'artiste. Et donc, il dit notamment, cette phrase très célèbre, très souvent mise en exergue dans les travaux sur la guerre, « Il n'y a pas plus cubiste qu'une guerre comme celle-là qui te divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs morceaux et qui l'envoie aux 4 points cardinaux. » En quelque sorte, ce que dit Léger, c'est qu'il lui semble que la guerre, donc il approche la guerre sous un angle esthétique, d'accord ? Et il lui semble que la guerre valide en quelque sorte les théories de l'avant-garde, d'accord ? Cette idée que le monde se fractionne en quelque sorte, et il voit en fait dans cette guerre, non pas il ne fait pas l'apologie de la guerre, attention, il faut être assez, raisonnable avec ça. Parfois, les gens comprennent mal. Par exemple, quand Fernand Léger dit, dans une lettre, il dit « J'adore Verdun ». Alors ça peut être très choquant, naturellement, mais en fait, il ne veut pas dire qu'il fait l'apologie de la guerre. Il veut dire par là qu'il est fasciné par ce que la guerre valide de ses propres visions cubistes. En fait. Ça, c'est un point qui est assez intéressant, c'est de voir que certains artistes ont approché la guerre sur un plan esthétique. Et naturellement, c'est une des grandes questions que pose la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'une guerre, même d'une manière générale, peut faire naître une esthétique ? Ça, c'est une question de fond, en fait, que se posent les historiens de l'art, notamment moi, quand je travaille sur ces questions. Que peut faire naître la guerre ? De quoi la guerre est-elle maïeuticienne ? Alors, encore une fois, je ne fais pas l'apologie de la guerre, vous imaginez bien, mais j'essaye de comprendre, en fait, ce qu'elle peut faire naître, à la fois comme motif nouveau, mais aussi comme approche esthétique, par exemple la représentation du fragment dans la guerre,
Il y a des thèmes nouveaux comme le thème de l'obus, par exemple, qui apparaissent dans la guerre. On a aussi beaucoup travaillé sur la poésie de guerre. On sait que, par exemple, dans les poésies d'Apollinaire, Apollinaire essaye de s'intéresser à la sonorité de la guerre. Et donc, il va essayer de créer des onomatopées qui reproduisent un tac, 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 qui reproduisent le bruit. Le bruit étant une des seules dimensions qui nous échappe aujourd'hui en tant qu'historien. On a des images de la guerre, on a des films de la guerre, on n'a pas d'enregistrement des champs de bataille. On ne connaît pas le son de la guerre. Pourtant, cette dimension sonore, et on le retrouve aussi chez Léger, notamment dans ses lettres, est peut-être celle qui a le plus fait souffrir les soldats. Les soldats se plaignent du bruit, en fait, assourdissant de la guerre. C'est une dimension, en fait, qu'on a du mal à restituer, et que parfois les peintres, d'ailleurs, ont cherché un petit peu à approcher, mais évidemment, quand on peint, on est limité en quelque sorte par son médium, mais je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc voilà, tout ça pour vous montrer, vous voyez, ces dessins assez intéressants de Léger, il ne faut pas que je m'attarde trop. Il a peint quand même quelques toiles pendant sa convalescence, et notamment la partie de cartes, donc vous voyez, qui est vraiment l'illustration du thème de l'homme-machine, d'accord. Donc ça, le thème machiniste existait déjà avant la guerre, et déjà dans les années 12, 13, etc., il y a des artistes cubistes qui peignent, voilà, les hommes un petit peu comme des machines. De toute façon, le thème de l'homme-machine, ça nous vient aussi évidemment du XVIIIe siècle, de la philosophie matérialiste du XVIIIe siècle, mais ça va être renouvelé en quelque sorte dans la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est en fait une manière de montrer en quelque sorte que la guerre désincarne, déshumanise celui qui l'a fait, qui, voilà, montre ce côté un petit peu robotique en fait du soldat. Bon, il n'y a pas que Léger qui a représenté ce thème, on le retrouve, le thème du soldat mutique, du soldat emmuré, on le trouve chez d'autres artistes comme Marcel Gromer par exemple, ou d'autres peintres. Un autre artiste qui a été versé dans les services sanitaires, qui nous laisse des témoignages intéressants, c'est le cas de Ossip Zadkine. Alors Zadkine, vous le connaissez parce qu'il y a un musée Zadkine à Paris et qu'il y a eu une exposition sur les dessins de guerre de Zadkine fort remarquable, donc il y a un catalogue que vous pouvez consulter. Donc Zadkine, il est versé, lui, dans une ambulance russe, puisqu'il est russe de nationalité, mais il ne veut pas combattre du côté russe, et donc que fait-il? Comme un certain nombre, comme par exemple Blaise Cendrars, comme aurait dû le faire Apollinaire, mais Apollinaire a eu un parcours, il y a eu des circonstances qui ont fait que c'est pas passé comme ça, mais en gros, il fait partie de la Légion étrangère, d'accord? Quand on veut intégrer l'armée française, mais qu'on est étranger, on peut demander à entrer dans la Légion étrangère, qui, je vous le rappelle, est une spécificité de l'armée française, d'accord? Et dans cette Légion étrangère, donc, il va accompagner une ambulance, et il nous livre des témoignages tout à fait incroyables de ces blessés de guerre, d'accord, qu'il observe. Et je voulais attirer ici votre attention sur deux choses. D'une part, la proximité entre le thème de la blessure et le thème de la mort, d'accord, naturellement. On le voit dans ce type de gravure. Alors, il y a en fait deux types de production, je le signale aussi parce que des fois c'est difficile de faire la chronologie des œuvres dans la guerre. Dans la guerre, Zadkine, comme d'autres, fait plutôt des dessins, d'accord. C'est le cas aussi d'Autodix, par exemple. Il y a une production vraiment de tranchées. Et ensuite, il y a les souvenirs, d'accord, qui sont souvent simplement au sortir de la guerre. Dès 18, Zadkine, par exemple, va faire des gravures qu'il va éditer sous une forme de livre parce que il est désargenté et il espère vendre son recueil de gravures pour gagner un peu d'argent. Vous voyez, donc il faut dissocier. Il y a l'œuvre vraiment de tranchées, mais je vous montrerai l'exemple avec Autodix, et puis l'œuvre d'immédiate après-guerre qui reprend évidemment souvent ces thèmes. En tout cas, donc il y a cette association entre la mort et la blessure. Je rappelle ici que c'est un point qui a été mis en évidence par un historien incontournable pour nous qui travaillons sur la Grande Guerre qui s'appelle Moss, George Moss, qui est un historien germano-américain qui, dans les années 90, a créé un concept qu'il appelle la brutalisation des sociétés. La brutalisation. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Première Guerre mondiale est la matrice de cette militarisation des sociétés au XXe siècle et qu'elle est matricielle. Et surtout, ce qu'il met en évidence dans ce livre, c'est que la Première Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'elle est importante dans l'histoire du XXe siècle? C'est la première fois où les soldats ont été confrontés à la mort de masse, d'une manière massive. Et donc c'est ce point-là qui est important à retenir. La Première Guerre mondiale n'a pas été la plus meurtrière des guerres, mais elle est la première à l'avoir été d'une manière aussi importante. C'est pour ça qu'elle est considérée comme une sorte de matrice. Et on voit bien dans ce type de dessin, vous voyez que
la mort est partout en fait. C'est une obsession permanente et c'est ça qui est difficile à oublier, d'accord ? Alors, on l'oublie sans doute jamais tout à fait. Certains artistes comme Fernand Léger, ils vont choisir de laisser ça de côté pour se tourner vers peut-être ils ont la force de résilience qui leur permet de faire ça. Et puis, il y a des artistes qui n'arriveront vraiment pas tout à fait à s'en défaire, et c'est le cas d'Autodix, par exemple, hein, qui racontera que toute sa vie, il a fait des cauchemars et qu'il n'arrivait pas à se sortir de ça. Deuxième point, donc, premier point, proximité, d'accord, blessure, mort et omniprésence, évidemment, de la mort dans les dessins, et notamment pour ceux qui étaient dans les services sanitaires, chez Fernand Léger aussi. Deuxième élément qui est important, c'est que Zadkine n'a pas besoin d'être naturaliste pour nous montrer d'une manière vraie la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'être hyper illusionniste, d'être hyper réaliste pour nous montrer que la guerre est un traumatisme et les dessins sont d'une sobriété et d'une économie technique. Hein, vous voyez, c'est quelques traits, d'accord ? Il n'y a pas d'individualisation des visages, c'est taillé à la serpe, hein, comme si c'était taillé comme de l'art primitif, au couteau, etc. C'est très efficace, mais c'est pas réaliste, c'est pas naturaliste, ça représente pas de détails. Et pourtant, peut-être plus fortement qu'une image de propagande, par exemple, ça nous montre ce qu'a ressenti Zadkine dans la guerre. Et donc, cette notion de réalisme, elle est toujours un peu complexe à manier, parce que le réalisme n'est pas toujours là où l'on croit qu'il se loge. C'est tout à fait pareil dans la littérature. Je vous invite à relire un livre qui est assez génial de Roland d'Orgelès. Et il a écrit surtout un livre sur son livre, d'accord, qu'il a écrit à la fin de sa vie, dans lequel il raconte comment il a écrit Les Croix de bois, comment ça a été reçu, etc. Parce que ce livre avait été mal reçu. On invoquait le fait qu'il y avait trop d'imaginaire, en fait, dans ce livre. Et donc, il dira justement que il assumait, en fait, la partie romancée de son œuvre et que, justement, pour lui, la fiction, c'était la vraie manière de montrer le réel. C'était par la fiction, justement parce que la fiction permet d'exacerber, en quelque sorte, de mettre en évidence. Et il voulait aussi se dégager de son récit personnel pour représenter le récit de tous les soldats. Et ça, seule la fiction pouvait lui offrir ça. Donc ça, c'est assez aussi intéressant de noter ça, c'est que le naturalisme n'est qu'une part, en quelque sorte, de l'image. Alors donc, je disais, est-ce que la guerre a fait apparaître des sujets neufs ? Bah oui, par exemple, l'obus. Voilà un thème que les artistes vont beaucoup chercher à représenter. Mais c'est difficile. Pourquoi ? Parce que l'obus, évidemment, est une arme qui produit une explosion et qui, justement, réduit tout en poussière sur son passage. Et ça, on n'a pas attendu les années 90 pour s'en rendre compte. Les historiens de l'art et les critiques d'art eux-mêmes, en 14-18, disaient « c'est un sacré défi pour les peintres militaires, parce qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre à cheval, qu'il n'y a plus d'uniforme, que les artistes se camouflent, etc., qu'est-ce qu'on va peindre ? La guerre moderne, c'est le rien, c'est le vide. Et donc, c'est un défi pour les artistes. Alors, on le voit quand même, ce que je voulais illustrer, c'était qu'il y a une diversité d'interprétation des thèmes. Ici, d'une manière, on va dire, plus moderniste, d'accord, avec Nevinson, qui est un peintre anglais qui a beaucoup représenté la guerre et qui est un artiste tout à fait remarquable. Et puis, un peintre académique, d'accord, Rénimel, qui montre d'une manière différente cette déflagration de l'obus. Et on voit, alors avec cette sentiment de sacrifice patriotique, naturellement, France, on raconte très souvent dans les récits les traits d'héroïsme des soldats. Ce soldat, évidemment, ne meurt pas à l'hôpital. C'est pas glorieux de mourir à l'hôpital. On meurt au champ de bataille. Donc il y a aussi parfois beaucoup de mythologie quand on dit tomber au champ d'honneur. C'est parfois relativisé. En tout cas, c'est une manière d'apaiser en quelque sorte la mort et de dire vous n'êtes pas mort pour rien. Vous êtes mort comme les Grecs tombent au champ d'honneur avec l'honneur. Voilà. Et donc toujours on dit il est mort en criant « Vive la France ». C'est quelque chose qu'on retrouve sans cesse dans les récits du trait d'héroïsme des soldats, qui sont publiés et diffusés auprès des enfants, c'est vraiment des choses qui sont très lues à cette époque-là. Donc vous voyez, deux manières, deux esthétiques, mais qui cohabitent. Faut pas penser qu'il y a eu que des représentations d'avant-garde pendant la guerre. Il y a eu beaucoup, évidemment, d'artistes classiques, on va dire, qui ont représenté, évidemment, cette guerre. De la même façon, les apocalypses, les incendies, etc., il y a pareillement diverses manières de représenter cela. Ici, je mets en opposition aussi deux esthétiques, d'accord ? Le cas de Félix Vallotton, donc qui est un peintre nabi, qui a été missionné
pendant la Première Guerre mondiale, il était trop âgé pour être combattant, mais il va aller sur le terrain de la guerre pour observer la guerre et pour constituer, en fait, c'est ce qu'on appelle les missions aux armées. J'en dis un mot parce que je pense que j'aurais pas le temps d'aller vraiment à fond dans le truc, mais en gros, si vous voulez, en 1914, on envoie à la fois des photographes sur le front. Alors, pourquoi est-ce qu'on envoie des photographes? Surtout pour prendre des preuves des destructions allemandes. D'accord? La photographie est un enregistrement de preuves, parce que déjà la France pense au futur procès qu'elle fera à l'Allemagne, évidemment, et donc il faut des preuves. Mais le ministère de l'Armée, mais aussi le ministère des Beaux-Arts, pense que les artistes ont toujours leur place sur le front, parce que l'artiste, il est l'auteur d'un document sensible, d'accord? Alors, non pas que la photographie ne soit pas sensible, mais à l'époque, la photographie a un statut documentaire. Elle n'a pas cette dimension artistique que l'on lui prête aujourd'hui. Et donc, la photographie, c'est le documentaire, et l'artistique, ce sont les peintres qu'on envoie sur le front. Et entre 1916, on va dire, et 1917, on va envoyer 90 artistes sur le front pour produire des documents sensibles qui sont censés être en partie achetés par l'État, pour être exposé ici au musée de l'armée, qui est un musée qui est ouvert en 1905, et constituer, en quelque sorte, le musée moderne de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que dès l'événement, on pense à le documenter. D'accord? Ça, c'est aussi un point qui est intéressant. On peut venir se promener ici au musée de l'armée en 1917 et voir des expositions de ces tableaux de missionnés, et donc voir des œuvres qui les représentent. Donc Vallotton, par exemple, il a été donc dans l'une de ces missions, et il a représenté, donc c'est une vue de Verdun. C'est un tableau extraordinaire, c'est un des, peut-être le grand chef-d'œuvre de la Première Guerre mondiale. Et surtout, ça montre aussi un point qui est important, c'est que Vallotton, il s'est dépassé dans la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que, vous savez, il est porteur de cette esthétique nabi, d'accord, et la guerre lui pose un problème. Justement, à cause de son abstraction, d'accord, la dimension sonore, le fait que tout va vite, que tout explose, que le rien prédomine, d'accord? Il se dit finalement, comment je vais faire pour représenter ça? Et il fait partie de ces artistes qui, quand même, esthétiquement, je dis, il n'y a pas d'évolution, je dis à chercher à dépasser, à dépasser certaines de ces problématiques esthétiques. Et ce tableau, par exemple, on voit bien qu'il cherche à représenter des dimensions abstraites, d'accord? Les faisceaux lumineux, la déshumanisation, d'accord? Il n'y a pas de personnage, l'incendie, cette idée qu'il y aurait, vous voyez, des sons et couleurs de la guerre, d'accord? Donc, ce sont des dimensions-là qu'il a cherché à représenter. Alors, il n'a pas peint ce tableau sur le front, évidemment, les artistes ne peignaient pas sur le front, mais ils prenaient des notes, ils revenaient à l'arrière, et dans leur atelier, ils peignaient ensuite ses œuvres. Et d'ailleurs, Vallotton a été très sincère et honnête, car ce tableau s'appelle « Souvenir de restitution ». Enfin, vous voyez, ça s'appelle, en gros, c'est un souvenir recomposé. Et il montre bien par là qu'il ne prétend pas, vous voyez, livrer une image réaliste. C'est d'après souvenir, c'est d'après des sensations. Leroux, vous voyez, dans un autre style, mais ce sont des contemporains. Georges Leroux, c'est aussi un peintre assez intéressant, assez remarquable, qui a fait des tableaux de guerre très forts, dans tout à fait un autre genre. C'est l'apocalypse de la guerre. Naturellement, ce terme, c'est aussi une manière pour moi de vous montrer ce thème qu'on retrouve fréquemment dans la propagande, mais aussi dans la peinture. C'est le thème apocalyptique, d'accord? Donc, par exemple, pour la cathédrale de Reims, c'est souvent l'apocalypse de Reims, d'accord? Donc, cette idée qu'il y a une dimension de fin du monde, eucharistique dans cette vision. Et on voit, vous voyez, avec deux styles différents, des artistes qui montrent finalement des choses qui sont une expérience commune. Alors, pour le cas d'Autodix, je voulais quand même en parler aussi parce que on ne peut pas parler que des Français, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la Première Guerre mondiale est abordée d'une manière transnationale, mais en une heure, c'est un peu compliqué de faire le tour de tout. Mais pour vous dire que Autodix, son profil est un peu comparable à un artiste comme Fernand Léger, par exemple. Vous voyez, c'est un artiste qui est très jeune au moment de la première... Il est né en 1891, donc il est jeune. Il est brillant. La guerre n'a pas rendu Autodix brillant, d'accord? Il était déjà virtuose avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours cette question de savoir de quoi la guerre est-elle mailloticienne? Alors ça c'est moins posé pour les peintres, mais beaucoup pour les écrivains. Est-ce qu'on devient écrivain dans la guerre, par exemple? Ce sont des questions qui ont été posées parce qu'il y a des gens qui se sont improvisés écrivains effectivement pendant la Grande Guerre, mais d'autres qui avaient déjà on va dire une pratique
littéraires comme Barbus, par exemple, qui était journaliste, et donc il s'est mis à écrire des romans pendant la guerre. Mais en gros, est-ce que la guerre peut nous faire devenir un artiste, par exemple, ou peut nous faire devenir écrivain? Alors pour le cas d'Autodix, non. Assurément, c'était un brillant étudiant à l'Académie de Dresde avant la Première Guerre mondiale, et donc il va partir avec enthousiasme faire la guerre, comme beaucoup de ses contemporains jeunes et allemands, il part avec enthousiasme faire la guerre. Il réussit comme le miracle de revenir d'une guerre entière sans blessure. Enfin, je veux dire, sans blessure majeure. C'est quand même incroyable. Ne serait-ce que revenir en vie. C'est fou. Et alors, ici, je vous montre, donc ici, c'était pour illustrer aussi ce différentiel entre le dessin de tranchée et puis la production postérieure à la guerre. En fait, Dix va donc faire des petits dessins de tranchée. Vous voyez, ce sont des choses assez modestes, mais très, très intenses. Il nous place vraiment au cœur de l'action. Donc, il montre effectivement ces mêlées humaines où on ne différencie plus d'ailleurs l'ennemi du combattant ami, ce magma humain, etc. Donc ça, ce sont des dessins, vous voyez, qui sont faits de manière très rapide, d'accord, comme un croquis. Mais très souvent, on connaît plus effectivement la suite gravée qui s'appelle La guerre, mais qui est une production en fait postérieure à sa démobilisation, et qui donc en fait représente plutôt les cauchemars d'Autodix, d'accord, c'est-à-dire ces images dont il n'arrive pas à se défaire, des masques à gaz par exemple, ou encore des iconographies comme celle-ci, en fait, qui ne sont pas non plus sans source d'inspiration. Je vous rappelle que dans la tradition allemande, l'imaginaire médiéval est très forte chez les artistes allemands, et le thème des danses macabres, par exemple, a inspiré aussi Autodix. Donc c'est un mélange à la fois de choses vues, à la fois de cauchemars, mais aussi d'une culture, naturellement, très forte de l'iconographie médiévale. C'est un mélange, en quelque sorte, de tout cela. Et donc ça, ce sont des travaux qui sont postérieurs à la Première Guerre mondiale. Alors, je voulais aussi évoquer, pour finir en un quart d'heure, ça va à peu près, non? Je peux continuer un petit peu. Alors, l'implication, en fait, des artistes. Alors, les artistes, donc, peuvent, effectivement, soit ils sont mobilisés comme Léger, comme Zating, etc., et ils déposent leur pinceau pour prendre un fusil ou prendre un brancard. D'accord? Ça, c'est la première chose. Mais il y a une toute petite population d'artistes qui vont être utilisés à des fins militaires dans ce qu'on appelait le service de camouflage. D'accord ? Donc c'est l'application, enfin c'est l'utilisation des artistes à des fins militaires. Et donc cette section de camouflage, elle est assez fascinante parce que l'armée française a été pionnière en fait dans la création de cette section qui a été créée en août 1915. Et en gros, c'est utiliser en quelque sorte le talent de l'artiste pour contribuer, on va dire, aux besoins de la guerre. Alors, par exemple, Fernand Léger aurait adoré faire partie de cette section. Il a beaucoup fait d'efforts pour l'intégrer, mais c'est une section élitiste. Et globalement, il était plus ou moins fâché avec l'un des chefs de la section, qui donc a mis un veto, on va dire, à son entrée dans cette section. Mais en revanche, son camarade d'enfance, qui est aussi un peintre sur lequel il y a eu des expositions, qui s'appelle André Marre, qui est un peintre de Bernay, qui est l'ami de Fernand Léger, était au camouflage et a participé donc à ces ateliers de camouflage et aussi a produit une œuvre cubiste pendant la guerre qui a été documentée et publiée lors d'une exposition il y a quelques années au musée de Bernay, donc quelque chose qu'on peut trouver facilement. Et c'est un très très bel artiste, c'est vraiment un très bel artiste. D'ailleurs, ils se sont brouillés à cause de ça. Léger s'est fâché avec Marre, fâché vraiment sans le dire, mais parce qu'il pensait que Marre n'avait pas fait ce qu'il fallait pour intégrer le camouflage. Pourquoi est-ce que tous les artistes, comme Léger en tout cas, voulaient faire partie du camouflage ? Parce que les camoufleurs étaient une section d'élite. Ils apportaient le brassard orné du caméléon, d'accord, si vous voyez ça dans des expositions, d'accord, le caméléon. Et ils avaient, alors c'était quand même une fonction qui pouvait être dangereuse, André Marre a été blessé à 3 reprises dans cette section, mais malgré tout, ça permettait d'avoir plus de permissions, c'est-à-dire qu'on était moins souvent au front et on pouvait travailler dans des ateliers qui étaient en front domestique, ou enfin en tout cas qui n'étaient pas dans des zones dangereuses, et donc c'était quand même une situation plus relaxe en quelque sorte que d'être combattant. D'autre part, il y avait le prestige de cette section, qui donc contribuait d'une manière artistique, on va dire, à cela. Alors, le camouflage en soi n'est pas quelque chose de neuf. Pensez aux animaux dans la nature, pourquoi le caméléon ? Parce que c'est une technique, c'est une stratégie classique pour se dissimuler afin d'échapper à l'ennemi. Première possibilité, dissimulation. Mais le camouflage peut aussi avoir un but offensif, c'est de créer des leurres qui permettent
d'aller approcher l'armée ennemie, donc défensif ou offensif. Et ces artistes, un peu à la manière finalement de décorateurs de théâtre, vont être engagés pour réaliser, alors soit des bâches qui dissimulent des parties de paysage, par exemple un pont, d'accord, soit des faux arbres, des faux rochers, des fausses meules, des fausses vaches, pour cacher un militaire avec une arme ou une personne qui est là pour faire du repérage. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est que, souvenez-vous que la Grande Guerre n'est pas, comme la Deuxième Guerre mondiale, une guerre aérienne, d'accord ? C'est-à-dire que, c'est pas une guerre où les avions ont joué un rôle crucial, comme, je vous rappelle que les premiers avions militaires ont été utilisés en 1911, donc l'aviation militaire est quand même très jeune, Première Guerre mondiale. Donc, on dissimule pas des grandes portions de paysage pendant cette époque, mais en tout cas, donc ce sont plutôt les artistes qui vont fabriquer le camouflage pendant la Grande Guerre, et ce sont plutôt les architectes qui vont s'occuper du camouflage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. La Première Guerre mondiale, c'est plus artisanal, comme manière de créer en fait cela. Alors ici, donc c'est amusant, donc c'est évidemment ces grands ateliers qui étaient dirigés donc par un artiste qui s'appelle Guirand Sévola, dont la femme était comédienne de théâtre. Et donc, ils vont beaucoup s'inspirer en quelque sorte de ça, c'est-à-dire des techniques, notamment pour fabriquer des faux arbres. Donc, alors, l'un des intérêts de cette section de camouflage, c'est que on utilise à la fois des artistes d'avant-garde et des artistes académiques. Pourquoi ? Parce que les modernes sont formidables pour créer des bâches abstraites, pour cacher un canon, par exemple, ou le camouflage abstrait des bateaux. Oui, la Première Guerre mondiale est une guerre navale. Il y a beaucoup évidemment de choses qui se passent en mer. Et on utilise déjà ce camouflage, le days erase, qui déstructure un peu comme un zèbre, vous voyez, qui perturbe en quelque sorte la vision du bateau sur la mer. Donc là, les cubistes sont utiles, même s'ils sont minoritaires. Et les académiques, les artistes figuratifs, si un leurre il n'est pas figuratif, il sert à rien. Il faut qu'il soit au contraire hyper réaliste. Et donc là, on est content d'avoir des artistes qui ont été formés justement à la représentation fidèle de la réalité, parce que si votre arbre, il n'est pas fidèle à la réalité, il va être tout de suite repéré. Donc, c'est assez complexe. On a des témoignages, notamment de Paul Landowski, d'Espiau, tout ça, ce sont des artistes qui ont fait partie du camouflage, qui ont raconté dans des carnets. Donc, en gros, il faut, vous imaginez, repérer un arbre étêté sur le no man's land. Il faut en faire un relevé très précis, donc ça suppose déjà de s'avancer relativement pour le voir. Il faut ensuite communiquer ce croquis à l'arrière, où est fabriquée la réplique en quelques semaines à l'aide de carton-pâte. Il faut ensuite acheminer le leurre sur le champ de bataille et, à la faveur d'une nuit sans lune, évidemment, faire le changement entre les deux. Donc vous imaginez déjà la complexité, c'est quand même assez difficile. Donc là, on a évidemment des commentaires, on a des croquis, qui documentent ce type de choses. Et attendez, je vous montre, non, j'ai pas mis. En gros, si vous voulez, il y a des photos qui le montrent. À l'intérieur, en fait, du tronc qui était creux, il y a une échelle qui permet à un guetteur de se dissimuler à l'intérieur et donc de rester et d'observer de plus près, en fait, l'armée. Mais bon, naturellement, s'il y a un obus qui tombe sur l'arbre, donc ça reste quand même une mission très dangereuse. Donc on a camouflé plein de choses, comme ça, on a créé des fausses meules, on a camouflé toutes sortes de choses. Et pour le camouflage abstrait, effectivement, ce sont surtout les canons qui ont été camouflés, les armes, en fait, qui ont été camouflées, et les bateaux. Voilà. Et ici, je vous montre aussi donc des bustes, en fait, des faux bustes de poilus qui étaient placés en fait sur des pics et que l'on pouvait placer au-dessus de la tranchée pour voir s'il y avait une réaction. D'accord. Alors, tout ça paraît assez archaïque, évidemment. Vous savez bien ce qu'on dit de la guerre, c'est un peu de la Première Guerre mondiale, c'est un peu impensif, mais entre archaïsme et modernité, à la fois très moderne sur certains aspects, mais très archaïque sur d'autres. Et ce sont des objets extrêmement rares, puisque déjà, ils sont en carton, donc ce ne sont pas des choses qui résistent très bien. Et puis souvent, ils étaient détruits, naturellement, puisqu'ils sont faits pour être détruits, en quelque sorte, puisqu'ils sont faits pour observer, pour se rapprocher des lignes ennemies. Voilà, donc ce sont des témoignages, vous voyez, assez étonnants, et c'est un emploi plutôt étonnant des artistes dans la Première Guerre mondiale.